Bonjour, je m'appelle Dominique Grand et je suis psychologue, psychothérapeute. J'ai été diplômé en 1990 et j'ai un parcours depuis assez hétéroclite. C'est-à-dire que j'ai eu envie de découvrir des univers professionnels différents. J'ai beaucoup travaillé dans la formation, ça reste quelque chose que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je sépare mon métier en gros entre moitié mon cabinet de psychothérapie à Roche-les-Beaupré et à Besançon et des activités d'analyse de pratiques professionnelles et de supervision de professionnels. Donc comment est-ce que je suis arrivé à la méditation ? En fait, pour moi la méditation c'est un voyage intérieur. Je pense que c'est même le voyage le plus curieux qu'on puisse faire. Et en même temps, d'une façon étrange, j'y suis arrivé par un voyage un petit peu au bout du monde. Voilà, suite à un moment de ma vie un petit peu compliqué, j'avais envie de partir, de voyager. Et sur les conseils d'un ami, je suis parti en Thaïlande sans trop savoir ce que j'allais trouver ou ce que j'allais faire là-bas. Et j'ai été tout de suite très frappé par l'omniprésence des temples, des bonzes, des moines, de cette ferveur populaire dans les temples. Et ces fresques aussi, où on voyait ce que j'ai compris aujourd'hui, qui était l'histoire du Bouddha. À l'époque, je voyais des petits bonhommes dessinés un peu étranges dans tous les coins. Et j'avoue que même c'était un peu prenant, ça m'envahissait un petit peu, je trouvais ça un petit peu trop de couleurs, trop de personnages, et je comprenais pas l'histoire parce que il y avait à l'époque personne pour me l'expliquer. Et en fin de compte, en rentrant de voyage, je crois que j'ai vraiment été piqué de curiosité par rapport à ce qui se passait là-bas. Et puis, je suis retourné dans ce pays un an ou deux après, et pour plus longtemps. Et là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur leur culture, à essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'était que ces fresques, quelle histoire elles racontaient. Et elles racontaient l'histoire du Bouddha, tout simplement, puisque généralement, c'est un thème qui est récurrent, en tout cas, le parcours initiatique du Bouddha. Et en rentrant à Besançon, j'ai découvert qu'il y avait une association qui faisait de la méditation. Et je me suis dit, pourquoi pas, aller voir ce que c'est. Et là, j'ai découvert que y a une philosophie derrière tout ce que je découvrais en Thaïlande, qu'on pourrait appeler la philosophie bouddhiste ou bouddhique, et qu'elle s'arc-boutait sur deux piliers principaux, ce que je n'avais pas compris à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la méditation et il y a l'étude des textes. Voilà. Donc j'ai vraiment eu envie de rentrer là-dedans. Donc je me suis inscrit dans une association, dans un gros groupe qui est mondial, qui s'appelle l'école Shambhala. Et pendant à peu près 10 ans de ma vie, j'ai commencé à aller prendre des cours, à proprement dit, de faire des stages de plus en plus longs, au début un week-end, 2 week-ends, 3 week-ends, et puis après des semaines. Et petit à petit, j'ai découvert aussi, je continuais à voyager en Asie, donc c'était nourri aussi par mon goût du voyage. J'aimais aussi beaucoup découvrir les gens. Donc j'ai découvert aussi que le bouddhisme, il n'est pas uniforme. Il y avait le bouddhisme thaïlandais, laotien, cambodgien, et après qui s'étend, on voit les formes zen au Japon, etc. Et je trouvais que ça nourrissait aussi ma curiosité de la géographie, de la politique, de l'histoire des lieux, voilà. Et en fait, j'ai consacré à peu près 10 ans de ma vie à passer mes week-ends, mes vacances. Donc je suis allé de beaucoup d'endroits en France, dans beaucoup de monastères. Je suis allé en Suisse, je suis allé 2 fois aux États-Unis sur des stages longs, une fois 1 mois, une fois 2 mois. Je suis allé aussi en Ukraine faire des stages. Donc tout ça a nourri vraiment mon goût du voyage, mon goût de la curiosité, et m'a vraiment aussi intéressé dans l'aspect philosophique véritablement au fond, les questions qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on va, ça sert à quoi d'être un être humain, qu'est-ce que c'est que d'être un être humain. Et je trouvais que le bouddhisme répondait à ces questions. Voilà, ça nourrissait mon intérêt pour quelque chose qu'on pourrait appeler la spiritualité ou la sensation du sacré. Quelquefois, moi, au travers de mes études de psychologie, ce que je trouvais qui était un peu étrange, c'est que on considérait l'être humain comme un être pensant, mais au travers d'une pensée qui était un peu sèche. Pas quelque chose qui était nourri par un espèce d'axe et de puissance intérieure. Et dans le bouddhisme, je trouvais qu'il y avait ça. Il y avait quelque chose d'une philosophie de l'esprit. C'est des gens qui avaient travaillé pendant beaucoup d'années sur l'esprit. D'ailleurs, j'étais curieux de voir qu'à l'université, on ne m'avait jamais parlé de ça.
J'avais aucune connaissance que dans le monde, il y avait des gens qui avaient passé des milliers d'années à réfléchir sur l'esprit. Et comme j'avais un diplôme sur la qualité de l'esprit et comment soigner les gens avec l'esprit, ça rentrait complètement aussi pour moi en dynamique et en logique quelque part de la continuation de mes études. Voilà, donc tout ça a été pour moi vraiment un parcours passionnant. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai eu la chance de rencontrer des très grands maîtres. Je me suis vraiment, je dirais, épanoui, enrichi de tout ça. Et c'est vrai que à partir de là, j'ai eu l'idée aussi de le faire partager. Voilà, moi, j'ai toujours, mes études, j'ai eu envie évidemment de faire aider les gens au travers de la psychologie clinique. Mais j'ai fait beaucoup de formations, par exemple, et j'ai toujours beaucoup aimé ça. Et là, ça rentrait aussi dans ces intérêts-là. Donc, j'ai appris à être instructeur de méditation, à aider des gens sur cette pratique qui est très intéressante, qui apporte énormément, mais qui est une discipline quand même dure à des moments, parce qu'elle demande beaucoup de présence et de répétition. Quelquefois, je dis que le bouddhisme il m'a permis de développer le meilleur de moi-même, je pense. Voilà. Et je pense que par rapport à ça, je n'ai pas d'idée de prosélytisme. Je pense que certains trouvent d'autres voies. Il y a des gens qui trouvent d'autres voies, qui peuvent même être laïques, qui ne sont pas forcément des philosophies religieuses. Mais en tout cas, moi j'ai eu envie aussi de faire partager ça. Voilà. Ce qui fait que petit à petit, j'ai essayé de regarder comment je pouvais aussi apprendre la méditation à d'autres personnes. Et ce qui fait que depuis 8 ans, j'ai un groupe de méditation, j'organise des week-ends, j'ai fait des stages d'été. Et c'est vraiment un axe que je veux développer aujourd'hui, voilà, au travers de la méditation et de la pleine conscience. C'est une question évidemment qu'on pose souvent aux gens qui instruisent de la méditation, telle que je le propose, c'est qu'est-ce que la méditation? Et je m'aperçois que sur à la fois qu'est-ce que c'est, comment ça se pratique, qu'est-ce qu'on doit en attendre, il y a beaucoup d'idées qui sont préconçues et qui sont fausses. Et pour moi, je le dis quand je fais des instructions de méditation, la méditation c'est quelque chose de très concret. Et en tout cas, moi, mon idée de la pratique, elle doit être de quelque chose qui doit infuser dans le quotidien. Voilà, on peut, dans mes voyages quand je suis allé en Thaïlande, j'ai vu et j'ai un petit peu pratiqué avec des gens qui font des formes un peu extrêmes, on va dire, de méditation, ou par exemple, ça je ne l'ai pas fait, mais j'ai des amis qui l'ont fait, on rentre dans un monastère, ils ferment les portes, tout est dans le noir, il y a 2 repas par jour, on s'arrête de manger à midi, on fait que de pratiquer pratiquement 14 heures par jour, et pendant 1 mois, et c'est seulement au bout d'1 mois qu'on ouvre les portes et qu'on laisse les gens sortir. Ça, c'est des pratiques, je trouve, qui sont extrêmes, elles peuvent avoir beaucoup d'intérêt, mais ce n'est pas ce que moi j'ai envie de proposer. Je trouve que la méditation, c'est avant tout une pratique, quelque chose de pragmatique, et pour moi, ça commence par la posture. Et là aussi, on voit souvent des très mauvaises postures sur les photos des magazines, qui sont des positions dans lesquelles les gens, en réalité, ne pourront pas tenir longtemps et vont se faire mal. Alors que, très clairement, la posture qui est indiquée pour les débutants et après les gens qui ont plus d'expérience, de toute façon, elle reste la même. C'est juste qu'on arrive à trouver sa posture, et ça prend beaucoup de temps. C'est une posture qui doit être la plus facile possible pour que, justement, il y ait de la disponibilité au niveau de l'esprit. Voilà. Et donc, ce qu'on va se rendre compte, c'est que cette posture qui est rare, puisque c'est, je dirais, la seule occasion qu'on a dans nos vies d'occidentaux d'être sans bouger, sans parler, sans musique, sans support, et où tout d'un coup, contrairement à l'idée qui est répandue qu'on va faire le vide dans l'esprit, ce qu'on va voir au contraire, c'est l'encombrement de l'esprit. Souvent, la méditation, c'est plus se rendre compte de l'agitation que d'être dans le calme. Le calme, c'est, comme disait un enseignant que j'aimais bien, c'est de temps en temps, il y a de l'espace entre les trains. Voilà. Et quand on pratique beaucoup, de temps en temps, effectivement, de plus en plus, il y a de l'espace entre les trains. Mais il y a toujours des trains, et ce serait même un obstacle à la méditation qu'il n'y ait plus de train. L'objectif n'est absolument pas de plus penser. Plus penser, comme je le dis des fois un peu en rigolant, c'est encéphalogramme plat, c'est une mauvaise nouvelle, c'est qu'on est mort, on a le temps, on va y arriver, de toute façon il ne faut pas s'inquiéter, on va y venir. Mais pour l'instant, on est vivant, c'est une bonne nouvelle, et ce qu'on va faire au contraire, c'est de profiter de cette capacité d'être en relation avec l'extérieur grâce à l'esprit. L'esprit va être, au travers des sens, va recevoir des choses, et ce qu'on regarde au fond de la méditation, c'est comment ça va nous agiter, ça va nous déplacer, ça va quelque part un peu nous décentrer du présent. Et du coup, effectivement, tout l'objectif de la méditation, c'est pas tant d'être calme que d'être présent.
Voilà. Et du coup, on va retrouver le fameux, ce qui est amusant, parce que finalement, dans notre civilisation, on le connaît par le hic et nunc des anciens, qui est l'ici et maintenant. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de ça, et ça n'a pas été vu et compris que en Orient, ça a été compris aussi en Occident. Et pour moi, la méditation, c'est juste ça, c'est être présent. Et dans une forme de méditation qui soit pas trop compliquée, qui soit adaptée à l'Occident, pour moi, c'est une méditation où on est là. On est présent avec ce qui se passe. Donc, par exemple, dans mes séances de méditation, je laisse le son, c'est-à-dire que s'il y a les fenêtres ouvertes et qu'il y a un chien qui aboie, il y a une voiture qui passe, il y a du bruit dans l'endroit où on est, ça fait partie de la méditation. Ça fait partie de ce qu'on va voir, que l'esprit va venir être agité par ça, va s'accrocher à ça, et l'exercice, il est de revenir. Donc la méditation, elle consiste en fait à remarquer que l'esprit est agité, et lui demander de revenir sur un support parce que c'est ce qui est le plus facile. Là encore, c'est comme la posture. En fait, on cherche ce qui est le plus facile. Ultimement, dans la méditation, il n'y a pas besoin d'avoir un support, comme le souffle, comme une bougie, comme un objet, comme différentes choses. Il y a différentes pratiques par rapport à ça. Au fond, ce qu'on cherche, c'est ramener l'esprit qui est en train de gambader à l'extérieur. Les Asiatiques, ils manifestent ça par un singe qui est dans les branches, et ils disent l'esprit c'est un singe qui est dans les branches, il est toujours en train de se balader, et à un moment il faut lui demander de se poser sur cette branche-là et de ne pas bouger. Et ça c'est très difficile parce que toute notre éducation, surtout occidentale, nous amène à l'inverse. Donc la méditation, c'est se poser. Et c'est pas faire le vide dans l'esprit, parce que là il y aurait un effort à faire, une lutte à mener, et c'est l'inverse. La méditation, c'est pas une lutte, c'est surtout se détendre, accepter ce qui se passe, observer ce qui se passe, lâcher, et on passe à le temps suivant, il se passe autre chose, le temps suivant, il se passe autre chose, le temps suivant, il se passe autre chose, et on est dans cette acceptation, et c'est ça, je crois, qui nous fascine quand on découvre l'Orient, c'est cette qualité qu'ont les gens de accepter ce qui se passe et de passer à autre chose, et de ne pas toujours être dans des espèces de ruminations à l'infini, de ce qui ne s'est pas passé ou de ce qui s'est passé, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Ce qui fait d'ailleurs que la méditation aujourd'hui, j'en parlerai après, est utilisée à destination des gens qui font de la dépression, puisque une des manifestations de la dépression, c'est la rumination. Donc la méditation, c'est juste être présent, être présent, être présent, être présent, être présent. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de discipline, beaucoup d'exercices, et aussi pour ça qu'on l'a fait beaucoup en groupe, parce que c'est plus aidant d'être ensemble et de faire ça ensemble que d'être tout seul. C'est bien d'être tout seul, mais je trouve que c'est parfois un peu difficile. La méditation et la pleine conscience, c'est évidemment deux sœurs jumelles. Je dirais que la méditation, c'est tout de même un exercice qui est produit à partir de la recherche de qu'est-ce que c'est que l'esprit et qu'est-ce qui se passe avec l'esprit. La pleine conscience, on pourrait dire que c'est une forme de méditation en action. Donc pour moi, il y a une grosse différence dans la mesure où la méditation, c'est quelque chose qui se fait dans une posture, quelle qu'elle soit, ça peut être assis en posture traditionnelle, mais ça se fait de moins en moins, sur un banc, sur une chaise, de plus en plus. Voilà. Mais on ne bouge pas, on ne dit rien, il y a vraiment quelque chose d'une rencontre avec soi dans la non-stimulation. Ça peut être difficile, c'est ingrat, ça demande beaucoup de discipline, et évidemment, on ne peut pas faire ça en permanence. Parce qu'on ne peut pas, à tout moment de la journée, s'asseoir dans un coin, demander aux gens qu'il n'y ait pas de bruit, ou peu de bruit, ou moins de bruit. Voilà, ça c'est difficile. Une version qui devient moderne, j'ai envie de dire, et intéressante, c'est la pleine conscience, qu'on pourrait appeler méditation en action. C'est quand même important de savoir que ça a existé depuis très longtemps. Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien connu au village des Pruniers en Dordogne, et qui est un moine qui a pratiqué depuis très très longtemps, parle depuis très très longtemps de la pleine conscience. Et c'est ce qui s'applique au fond dans pratiquement tous les monastères. Pour être allé dans différents monastères, et avoir vécu même dans différents monastères sur parfois des semaines et des mois, la cuisine, les tâches quotidiennes se font en pleine conscience. C'est-à-dire qu'on est dans une méditation qui est active. Voilà. Donc on peut résumer par ça la pleine conscience. Alors il se trouve que ça a une histoire un peu particulière au travers des États-Unis, puisque il y a un monsieur, un Américain, qui s'appelle Kabat-Zinn, qui était allé en Asie et qui avait découvert les pratiques de méditation. Quand il est rentré aux États-Unis, il s'est aperçu que
les gens qui souffraient de dépression, grosso modo, on n'y pouvait pas grand-chose à part essayer de calmer le jeu avec les médicaments. Et lui, il se dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ces techniques. Et là, il commence à faire quelque chose de très particulier, c'est qu'il demande à ses patients, on a des films par rapport à ça qui sont tout à fait intéressants, il demande à ses patients de accepter, de rester avec leur douleur. Et ça, c'est la première fois que quelqu'un ose faire ça. Et on est bien dans cette acceptation qui correspond à la philosophie, au fond, bouddhiste orientale. On est dans l'acceptation de ce qui se passe. On n'essaie pas de fuir ce qui est désagréable et de s'accrocher à ce qui est agréable. On accepte ce qui se passe. Et il a des résultats tout à fait étonnants assez vite. Il remplit immédiatement des salles de l'hôpital. Et petit à petit, pour pas faire trop long, mais petit à petit, énormément de cliniques aux États-Unis se mettent à pratiquer ça. Et la pratique essaime en fait de par le monde. Et aujourd'hui, elle est plus connue. Elle a été beaucoup introduite par le psychiatre Christophe André. Mais évidemment, depuis, d'autres gens la pratiquent, se forment. Moi, j'ai été effectivement formé à cette méthode. Et je trouve que c'est intéressant aussi dans un cadre professionnel. Moi, je suis psychologue clinicien, psychothérapeute. Et je vois qu'effectivement, les gens qui souffrent de dépression, la plupart du temps, on les renvoie à la réalité qui est que, mais au fond, ils ont tout pour être heureux et il n'y a pas de problème. Et ils se retrouvent face à face avec leur maladie, parce que la dépression est une maladie, et ils ne savent pas trop quoi faire avec ça, et ils ruminent en permanence sur leur souffrance d'être en dépression. Et la seule façon qu'il y a aujourd'hui qui est connue et qui fonctionne a priori plutôt très bien, puisqu'il y a énormément d'études là-dessus aujourd'hui, c'est curieusement de leur dire d'abord dans un premier temps de rester avec ce qui se passe et de ne pas vouloir se sauver. Voilà, de ne pas vouloir s'échapper de ce qui se manifeste dans leur esprit. Et donc la pleine conscience se développe à partir de là. Il y a des protocoles. Il y a un protocole de 8 semaines qui est bien connu, auquel on peut se former. Moi que je pratique régulièrement avec des personnes. Comme les Américains savent faire, c'est quelque chose qui est une compilation en fait d'exercices qui sont de la méditation, qui sont du yoga. Il y a une partie qui est typiquement un exercice de yoga, et puis des techniques cognitivo-comportementalistes qui dataient aussi depuis quand même déjà pas mal des États-Unis. Et donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le protocole le protocole de pleine conscience de 8 semaines, par exemple, c'est une compilation de tous ces exercices. Moi personnellement, que je trouve très très bien monté, que je pratique, qui fonctionne très bien pour une condition, c'est que les gens adhèrent aux exercices qu'on leur propose, les pratiquent régulièrement, et là on voit que les changements s'opèrent. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que la neurologie, avec notamment les IRM et les IRM fonctionnels, montre les zones qui sont touchées par la méditation et la pleine conscience, qu'est-ce qu'on est en train de faire travailler dans le cerveau, que ça marche, comment ça marche, pourquoi ça marche, tout ça aujourd'hui c'est très clair. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui... il y a un effet de mode aujourd'hui, il ne faut pas le cacher, et je pense que ce n'est pas juste une mode, c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder les choses, et je trouve que pour aussi les psychologues, les psychothérapeutes, c'est une voie de travail tout à fait passionnante et tout à fait efficace.